qu'on vous propose, c'est de vous présenter, nous sommes trois à vous présenter chacun une synthèse des 3 temps sur lesquels vous avez travaillé. La première chose, c'est que ça va être assez difficile de distinguer les choses, parce que je l'ai bien vu dans nos échanges. Est-ce que c'est du court, du moyen ou du long terme? Beaucoup d'éléments que vous nous avez donnés eh bien, peuvent évidemment se retrouver sur ces 3 temps. Mais on a essayé de le faire, et je vais commencer, moi, par le court terme. Alors d'abord, le court terme a une mauvaise image de votre part, c'est-à-dire qu'on voit bien à quel point le sens de nos métiers s'inscrit dans le temps, que l'aménagement ou la ville de demain ou la création, la constitution d'un quartier éco-citoyen, c'est pas en peu de temps que ça peut se faire, parce que ça demande de la préparation et du temps. Donc, sur mon premier volet, eh ben, oui, c'est vrai que ça n'a pas vraiment une bonne image. Alors, pourquoi ? Le premier point, j'ai vu 5 points qui sont ressortis. D'abord, le court terme est lié bien souvent à une demande politique qui est risquée. Évidemment, il y a les élections, il y a le scrutin qui arrive, donc il faut évidemment prouver à sa population qu'on a agi dans le temps de son mandat. Donc, bien souvent, cette demande, elle vient du politique. Alors, qu'est-ce qu'on a noté un petit peu ? Quand c'est vite fait, c'est mal fait, que c'est vrai que l'aménagement se conçoit dans le long terme, et ça c'est un autre point important, c'est qu'il y a, ça ressort très bien dans cette frise, c'est que le court terme doit s'inscrire dans une vision stratégique de moyen et de long terme. Donc ça c'est un autre point. Autre sujet aussi, c'est que quand on agit trop vite, on réfléchit peu et on manque d'audace, et en fait on fait un peu trop de copier-coller. Et ça ne marche pas franchement dans le monde de l'aménagement et de l'urbanisme. Les grandes mutations, elles nécessitent du temps. C'est vrai aussi qu'on n'a pas forcément tout de suite toutes les données et qu'il y a vraiment un risque à engager une action trop rapide. Autre point qui a été cité aussi, c'est l'obsolescence des projets. Alors, je ne sais pas si l'obsolescence est liée à la rapidité de réalisation, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, vite fait, mal fait. Donc voilà un petit peu un certain nombre d'éléments qui ressortent, qui globalement montrent que chez vous, chez nous, eh ben, on se méfie un petit peu de ce qui est fait trop vite. J'ai noté aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'il faut savoir dire « je ne peux pas faire ». C'est-à-dire qu'en gros, quand on a une demande politique qui consiste à dire « faites-moi dans les 3 mois qui viennent, enfin, ou les 2 ans qui viennent ce projet », bon, alors après, voilà, on est tous à vendre nos prestations à nos clients, et que mieux qu'un ami, un client. Et donc ça, c'est évidemment une autre donnée. Donc, on est dans cette situation. Alors, comme on doit faire, on va faire, mais il faut qu'il y ait un certain nombre de règles nécessaires à introduire dans le court terme. D'abord, comme je le disais, il faut que le court terme se rapporte à un cadre plus global, à une stratégie de développement, une stratégie d'aménagement. Donc ça, c'est évidemment un point important, même si de nombreux dispositifs du PLU au SCOT visent à donner un cadre, mais n'empêche qu'il faut évidemment réfléchir à cette vision globale. Autre point, c'est qu'il faut savoir agir agir en anticipant, c'est-à-dire que la rapidité avec laquelle on est obligé doit quand même permettre d'intégrer tout le contexte économique, social, politique, et en tout cas et environnemental, pour bien l'intégrer dans le court terme, ce qui n'est pas toujours évident. Un point très important qui est ressorti, et je crois qu'on en reparlera dans les autres missions, mais vraiment c'est ressorti, c'est la notion de formation. Alors, les règles nécessaires, c'est qu'il faut échanger avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les services, que ce soit les élus, que ce soit en interne, avec des gens qui soient formés. C'est-à-dire qu'avant de décider, il faut avoir toutes les clés. Et ça, la formation est vraiment un point qui est ressorti très fortement des échanges que vous avez eus. Donc, on doit agir. Il faut mettre en place un certain nombre de règles. Et après, eh ben, on part. On part, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments dans le court terme qu'il faut intégrer.
Le premier point, c'est celle de l'obligation citoyenne. Et cette notion voilà, qui concerne tout particulièrement professionnellement, c'est tout ce qui concerne la concertation, la participation, certes des habitants, actuels ou futurs, mais aussi, ça a été cité, tout simplement des élus. Et en tout cas, on sait assez de plus en plus, un projet d'aménagement intègre des profils de communes différents et les intercos. Et donc là, il y a vraiment un point important, c'est d'associer toutes les parties prenantes. Autre point aussi, c'est qu'on a un peu une obligation, parce que c'est vrai que cette obligation, elle est politique, mais c'est vrai aussi que nous, ce qu'on nous demande, c'est de traiter et de répondre à un besoin immédiat qui s'exprime, auquel il faut répondre le plus rapidement possible, que ce soit en termes de mobilité et surtout en termes d'habitation à des prix abordables et avec un certain nombre d'éléments. Donc il faut répondre aux demandes qui s'expriment et en associant les citoyens. En plus, autre donnée qui est un autre point important, c'est qu'il faut agir vite pour ne pas perdre de temps, pour répondre à un certain nombre d'enjeux. Et on pense évidemment à l'enjeu environnemental, parce que c'est toujours très facile de dire « on verra demain ». Or, un certain nombre d'entre vous rappellent qu'il faut agir aujourd'hui. Et ça passe par le fait de mettre en œuvre des projets de court terme. Donc tout ça, c'est bien. Il y a une demande. On se dit pourquoi pas y répondre en associant les citoyens et les parties prenantes. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que cette action de court terme est une action contrariée. Contrariée, et là, en passant dans les différentes tables, j'ai bien vu à quel point un certain nombre de choses ressortaient. Alors, je vous les cite un petit peu, les lourdeurs administratives, les joies des marchés publics, le temps de faire des contrats, des aspects aussi de la gestion du foncier en particulier, qu'on peut avoir un très beau projet, mais il faut avoir les terrains. Ce sont aussi les joies du monde public, et dès qu'on est sur un projet qui intègre des acteurs différents, ce qui est la plupart du cas, ce qui est le cas la plupart du temps, eh bien tout cela prend du temps. Il y a la réversibilité politique aussi, c'est-à-dire qu'on peut être engagé sur un projet, et puis il y a une élection qui arrive, et puis non, c'est plus une priorité. Donc tout ça fait que ce sont des éléments facilement contrariés. Autre point aussi que j'avais noté, que vous nous avez dit, c'est le temps financier aussi. Ça, c'est vrai que c'est arrivé un petit peu à la fin là dans les échanges, et c'est vrai qu'on peut avoir un beau projet, il faut pouvoir le financer, et que les financements ne sont pas toujours là au bon moment. Donc voilà un petit peu les éléments notés, et pour terminer par une petite note positive, c'est que le court terme permet également d'accompagner des innovations. Et on a en tête l'urbanisme transitoire qui se développe de plus en plus. C'est le temps de l'expérimentation également. On m'a demandé de reparler aussi de la formation, parce que c'est vrai qu'en engageant une démarche de court terme, c'est aussi un bon moyen de tester, d'expérimenter et de se former sur un certain nombre d'éléments. Donc si vous voulez, ce qui ressort de tout ce que vous nous avez écrit, de tout ce que vous nous avez dit, c'est que le court terme, c'est vraiment une réponse à une demande bien souvent politique des élus qui sont les maîtres d'ouvrage, et que ça peut être aussi une bonne opportunité, mais que cette opportunité nécessite des règles, une association de citoyens et une méthodologie, et j'allais presque dire aussi une vision qui s'inscrit dans une dynamique et qui est une bonne transition pour ce qu'on va voir avec le moyen terme. Voilà, merci pour vos réflexions en tout cas. Merci Grégoire de m'avoir dérobé une partie du propos. Ça va être encore pire pour Marcus. Pour Marcus, parce que... Oui, mais tu vas le dire beaucoup mieux. Du coup, je vais être obligé d'être très synthétique. Alors, le temps court est un temps contrarié, ça m'a beaucoup plu. Le temps médian, le temps intermédiaire est un temps percuté, est un temps travaillé à la fois par la nécessité d'agir et
dans un temps relativement court et la nécessité de prendre en compte le temps long. Donc on voit que ce temps est un temps comprimé, je dirais immédiatement comprimé. Immédiatement comprimé. Voilà. Alors, ce temps médian, c'est le temps politique. C'est le temps politique en bonne part et en mauvaise part. En bonne part, vous le dites, parce que il y a des décisions et il y a des gouvernances qui font gagner du temps. Vous avez parlé de la compétence de la maîtrise d'ouvrage, et cette compétence, elle recouvre des aspects de capacité décisionnelle, de leadership, de dialogue, de compétences techniques et d'ingénierie. Cette compétence-là décisionnelle, on voit bien qu'elle est multiple, mais elle permet une accélération, une anticipation bénéfique du temps. A contrario, il y a une autre acception du temps politique dont vous dites, finalement, ce temps est source de confusion, parce que devant, je dirais, un suffrage un peu soviétique, on est élu, largement élu, on a l'onction démocratique avec soi, donc on se croit autorisé à agir très vite et à précipiter les choses, parfois au risque d'erreurs assez dommageables. Et ça a débouché sur une question que j'ai entendue à une table que je vous retransmets directement, c'est: est-ce qu'il faut être soft ou est-ce qu'il faut être brutal? Est-ce qu'il faut aller très vite ou est-ce qu'il faut au contraire prendre son temps? C'est la question qui est posée à l'élu et à l'exécutif d'une façon générale. Alors, ce temps, c'est un temps de conciliation, ce temps politique, c'est un temps de conciliation difficile, des temporalités, mais aussi des exigences et des attentes. C'est pourquoi, et ça rejoint évidemment tout ce que Grégoire a dit tout à l'heure, étant un temps de conciliation, c'est le temps de la co-formation, c'est le temps du co-apprentissage, c'est le temps où on structure, on essaie de susciter, de construire une confiance durable. Et donc, effectivement, ce temps-là, il doit donner la possibilité d'embarquer, le terme est revenu dans toutes les tables que j'ai écoutées, d'embarquer tout le monde. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, de la nécessité de dialoguer avec les différents acteurs, avec les différents publics, aux différentes échelles et avec toutes les parties prenantes. Donc, ce qu'on a entendu aussi, c'est que ce temps-là de la délibération, c'est aussi un temps où les contre-pouvoirs doivent jouer leur rôle, où la discussion doit être féconde, où finalement, je dirais, la conciliation démocratique doit faire son œuvre et permettre de trouver des voies de solution. Troisième idée, c'est que finalement, ces trois temps, le temps court, le temps médian et le temps long, sont tous les trois légitimes. Et il faudrait que les élus, il faudrait que les gouvernances, il faudrait que les collectivités, d'une façon générale, l'intègrent dans leur cahier des charges et nous confient à la fois leurs attentes à ces trois échelles de temps et aussi mandat non seulement d'y répondre dans la mesure du possible, mais aussi de pouvoir y déroger parce qu'un temps pourrait être anticipé ou un temps pourrait utilement devoir glisser, empiéter sur un autre. Cinquième ou quatrième idée, je ne sais plus, c'est la question du temps administratif, du temps des études, du temps du politique, de ce que vous avez appelé ici, un joli mot, la discordance des temps. Et donc, comment est-ce qu'on empêche, je dirais, les procédures, et vous avez été plusieurs tables à le dire, de prendre le pas sur les processus. Parce que, évidemment, nous répondons à des commandes, et nous répondons avant des commandes, nous répondons à des demandes, nous répondons dans nos métiers à des cahiers des charges. Tout ça implique une avalanche de consignes administratives qui sont souvent, qui se révèlent à l'épreuve des réalités relativement absurdes, alors que le temps du processus, c'est le temps qui permet parfois de prendre son temps, qui permet parfois de déroger et qui permet aussi d'accélérer. Et ce que je retire de ce que j'ai entendu, c'est que finalement le bon temps
ne serait pas un temps étal, ne serait pas un temps linéaire. C'est le temps qui permet le bon tempo politique. Ce serait le tempo qui permettrait à certains moments d'accélérer beaucoup et à d'autres de prendre son temps, le temps de la réflexion, le temps du dialogue, le temps de la concertation. Autre élément, c'est celui de l'anticipation. Évidemment, c'est au cœur de la question temporelle et c'est un peu, je dirais, dans les termes du sujet. Hein. Anticiper, vous avez dit, dans toutes les composantes du projet urbain, hein, dans le cahier des charges, et c'est l'intelligence des gouvernances, mais c'est aussi l'intelligence du dialogue que nous avons avec les gouvernances, pour prendre en compte les différents volets hein, financiers, d'acceptabilité sociale, politique, au sens pas seulement politicien du terme, du projet, hein, dans ses différentes aussi conséquences et contraintes techniques. Deux remarques pour terminer. La première qui recouvre aussi un peu ce que tu disais tout à l'heure sur le temps court, c'est que penser à long terme ne veut pas dire agir à long terme, mais parfois agir très vite, hein, prendre des décisions immédiates pour pouvoir d'abord innover, bouleverser l'ordre des habitudes et des pratiques professionnelles trop bien ancrées, hein, défaire, revenir en arrière, voilà, commencer dans les pratiques et dans le temps court à faire changer aussi les habitudes et les mentalités. Des exemples sur l'éclairage public, des exemples sur l'entretien des espaces publics, des espaces verts, etc. On en a tous à foison. Et puis, la dernière remarque, c'est celle qui interpelle alors l'État et les politiques publiques, c'est-à-dire que, finalement, méfions-nous des grandes décisions, hein, des grandes décisions politiques qui donnent effectivement à grands coups de guichets et d'effets d'opportunité l'illusion qu'on prend en compte le temps long, mais qui parfois relève de la simple publicité ou du coup politique dans son sens le plus politicien. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Tout d'abord, donc ça va être difficile de prendre la relève après ces deux interventions, mais j'ai quand même noté 6 points et je voudrais vous féliciter personnellement pour les contributions. Je me suis un peu baladé au départ autour des différentes tables et vous voyez mon carnet est déjà rempli à moitié. Donc je trouve qu'il y a énormément d'éléments qui sont sortis et qui se recoupent un peu sur les 3 temporalités. Et si on pourrait donner un intitulé sur le temps lent, peut-être on pourrait l'appeler la rétrospection future. Donc en fait, il s'agit, selon vos propositions, d'établir de bonnes bases pour le temps long. Donc c'est là où on rejoint le temps long avec le temps moyen et le temps court. Donc en fait, les 6 points sont d'abord, bien sûr, la question de l'interprétation des temps. Donc vous avez relevé que en fait, le temps n'est pas pareil pour les acteurs, mais il est aussi pas pareil selon l'objet qu'on considère. Et ce que je trouvais particulièrement intéressant, il n'est pas pareil selon les âges des acteurs qui participent. C'est vrai qu'on considère le temps long très différemment quand on a 20 ans ou quand on a comme moi presque 60 ans. Ensuite, le deuxième point qui est revenu plusieurs fois, c'est en fait le cadre juridique et réglementaire, dans un sens où il peut figer pour le futur, en fait, à la fois les projets, mais aussi les territoires. Donc, vous avez relevé qu'il y a un manque de souplesse qui, en fait, va déterminer les actions prises aujourd'hui qui vont s'inscrire dans le territoire et qui vont
configurer dans le futur, dans le long terme, les situations. Ensuite, le troisième point que j'ai relevé, je l'ai appelé « agir avec le temps ». Donc, c'est en quelque sorte, il y avait une citation de quelqu'un qui disait « on court toujours derrière le temps ». Et donc, il y a des effets d'accélération et de décélération, et parfois on n'a pas le temps pour considérer une thématique qui devient demain importante, mais par contre on prend le temps pour considérer une thématique d'urgence. Et donc on est en quelque sorte dans une forme d'inversion constante des urgences de temps. Et donc, il y a un certain parallélisme qui existe entre les temps de réflexion et d'action qui devient de plus en plus important. Donc, c'est moins systématique, on prend un temps de réflexion et ensuite on passe à un temps d'action. C'est quelque chose qui est déphasé et parfois superposé. Ensuite, j'ai noté le quatrième point, l'inconnu. Donc c'est la question des incertitudes et c'est aussi le constat de pouvoir reconnaître qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas anticiper. Et donc je trouve que c'est très intéressant parce que ça montre nos limites d'action de professionnels de l'espace, de véritablement bien faire notre travail pour bien anticiper le long terme et pour dire voilà, on a bien fait et donc on a créé une condition favorable pour l'évolution vers le long terme. Donc face à ça, il y a eu l'idée de travailler sur une vision ou des visions, c'est-à-dire une projection dans le futur et peut-être rétroactivement un travail de savoir comment on s'oriente vers cette vision, sachant que cette vision ne se réalisera jamais. Donc ça, c'est quelque chose qui me préoccupe en tant qu'enseignant, bien sûr, très fortement, parce que vous imaginez bien, quand on enseigne l'urbanisme et on dit aux étudiants, en fait, vous allez programmer, concevoir quelque chose qui ne se réalise pas tel quel, les étudiants sont choqués. Mais c'est effectivement, à mon avis, d'après ce que vous avez dit, un enjeu à considérer. Ensuite, le cinquième point qui me semblait émerger, ce sont les ressources pour avancer dans le long terme. Donc, il y avait une citation, l'impact positif du renouvellement des générations. Alors ça, c'est très, très intéressant parce que, en fait, la personne disait il y a des réflexions qui sont faites aujourd'hui et qui vont être totalement repris dans 20, 30, 40 ans avec une nouvelle génération qui aura des avancées, un contexte nouvel, des connaissances nouvelles et qui vont améliorer en fait ce qu'on a pensé aujourd'hui. Donc ça nous rassure d'une certaine façon qu'on a des ressources et que même si on se projette de façon un peu erronée dans le futur, c'est pas si grave, il y a une future génération qui va pouvoir réorienter les choses. Et il faut avoir un peu de confiance. C'est vrai que c'est difficile dans les temps qui courent d'avoir de confiance, mais je pense que c'est important. C'est d'ailleurs aussi un mot qui est très fortement ressorti, le mot de confiance. Et pour les ressources, il y avait aussi l'importance des connaissances. Donc, établir les questions de qui fait quoi autour de la gouvernance, de savoir qui est maître du jeu, qui décide,
et comment on peut éclaircir le tableau des systèmes d'acteurs et des jeux, parce que on se rend compte que souvent, dans l'action publique, il y a un fil qui est rompu. Donc, il y a une mémoire qui se perd au fur et à mesure, et du coup, l'action publique est déconnectée des aménagements de territoire. Et finalement, le 6e point, je l'ai appelé les pratiques pour gérer le futur. Donc, c'est la question, par exemple, du diagnostic. Ce qui est ressorti plusieurs fois, c'est le besoin de diagnostic continu. Donc, ça veut dire de réactualiser au fur et à mesure les connaissances du territoire, les données. Donc c'est pour moi une forme de révolution de nos instruments de planification, parce que jusqu'aujourd'hui, on pense que on fait un diagnostic, il est fini, et après on se lance. Et peut-être non. Peut-être on a besoin d'un diagnostic continu, permanent, qui accompagne l'action et qui permet de réorienter. Et c'est aussi revenu plusieurs fois l'importance de réinterroger en permanence les résultats et les objectifs. C'est-à-dire de progressivement, quand on est face à des réalisations, de se poser et de dire est-ce qu'on est dans le bon curseur, est-ce que les objectifs sont les mêmes, et ça rejoint aussi les questions d'adaptation qui sont absolument indispensables aujourd'hui, et la question de la reconnaissance des innovations. Et ça, c'était très intéressant, ce que vous m'avez expliqué. En fait, ce ne sont pas forcément les innovations a priori, donc les innovations décrétées, mais ce sont les innovations a posteriori. C'est-à-dire qu'à la fin, on se rend compte ce qu'on a fait, c'était une approche innovante. Et parfois, a posteriori, même si on a décrété une innovation, elle ne l'est pas vraiment. Et donc, ça fait partie des pratiques pour gérer le temps et pour se projeter dans le futur. Et pour finir, je voudrais dire, peut-être le temps long est aussi un processus d'accélération et de décélération. Et là, quelqu'un m'a donné l'exemple de temps des banques et de temps des promoteurs, qui, en fait, par l'urgence, produit des mauvaises accélérations. Et donc, il s'agit de reconnaître ces accélérateurs qui, en fait, ont tendance à créer des faits qui s'avèrent mauvais à long terme. Voilà ce que j'ai trouvé, et merci beaucoup de m'avoir permis de participer.